Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette soirée, une soirée spéciale architecture où on dépasse complètement les jauges imposées par l'État des architectes. On ne dira rien. Non mais ça fait particulièrement plaisir parce que pour le coup, on n'est pas dans une situation où c'est un architecte star qui vient parler de sa production, mais c'est un sujet plus large, même si... Non mais vous voyez ce que je veux dire. Non. Un jour, Dominique Boudet est venu nous trouver, il nous a dit, voilà, je prépare un livre sur les coopératives d'habitat à Zurich. On a dit, ah super, ça. Et on en a parlé, et finalement, on a fait court, finalement, ce livre, Nouveau logement à Zurich, la renaissance des coopératives d'habitat, est paru aussi en français, c'est très important de le dire, aux éditions Parcours. Et ça nous paraissait particulièrement intéressant qu'un grand critique d'architecture comme Dominique Boudet puisse s'intéresser à un sujet assez pointu, mais quand même où la Suisse a vraiment quelque chose à jouer dans le concert européen et international, les coopératives. Et donc, on a construit cette soirée avec Dominique qui a invité Oskinas et Andreas Hofer, qui sont deux personnalités très impliquées dans cette question des coopératives d'habitation. Et avant de laisser la parole, puisque vous êtes beaucoup présents, vous aimez l'architecture, on vous annonce déjà la prochaine conférence d'architecture qui aura lieu le jeudi 31 mai. C'est facile d'obtenir, jeudi 31 mai. Ce sera le bureau Berthe Desplaces, bureau Grison. Vous connaissez peut-être la cabane Montrose, qui était beaucoup montée, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, et plusieurs autres projets, donc pour vos agendas, jeudi 31 mai. Dominique, merci d'être là, bienvenue à vous. Merci beaucoup à Olivier et Jean-Paul d'avoir accueilli ici ce petit entretien. Merci aussi à Andreas et à Urs d'avoir accepté le jeu. Ça va être très très simple. Je suis très content de faire ça parce que je trouve qu'il y a une expérience à Zurich tout à fait extraordinaire et contrairement à ce qu'on pense, je trouve que le Jura est un territoire vraiment phénoménal et quand on voit ce qu'est arrivé à faire ces personnages qui ont beaucoup travaillé sur cette question et l'ensemble de ce que j'ai pu présenter, Zurich, qui est une ville relativement conservatrice, et bien sûr riche, mais est devenue une espèce de foyer de réflexion et d'expérimentation sur le logement qui est tout à fait remarquable. Alors on va avoir 3 courts entretiens. D'abord, je vais faire un peu l'arrière-plan de cette situation qui n'est pas une invention d'il y a 10 ans, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Et ensuite, je demanderai à Andreas de montrer comment un moment très crucial a permis de faire émerger cette situation. Andreas a été un peu le bout de feu de cette transformation et rénovation et, je dirais, résurrection des coopératives qui s'étaient un peu endormies sur un patrimoine formidable. Et Urs a été un des premiers acteurs, à la fois sur un des premiers projets avec la ville, et deuxièmement des idées assez fortes qui ont pu retrouver, par une conjonction entre lui et Andreas, une réponse où justement innovation sociale, innovation architecturale ont pu s'exprimer et trouver des réponses dans les 2 cas tout à fait stupéfiants. Donc, pour commencer, Zurich est pas une très grande ville, c'est 400 000 habitants. Le canton est beaucoup plus important, 1 500 000 en gros, le dernier chiffre. C'est une ville qui avait perdu beaucoup de logements, qui en a regagné beaucoup. Et c'est une ville dont l'origine était très modeste, c'est une ville agricole, une petite ville, et qui s'est transformée dans les années 1850 parce qu'un grand bourgeois local, Escher, a décidé qu'il ne voyait pas pourquoi il y a des chemins de fer qui se passaient partout, en France, en Autriche, en Allemagne, et que la Suisse y échapperait. Il a décidé d'installer à Zurich un grand pôle ferroviaire qui a été la naissance de Zurich moderne, bien entendu. Et quand on dit grand pôle ferroviaire, on voit ici une image qui doit dater à peu près de l'après-guerre,
on voit que naturellement, le chemin de fer permet l'accession facile des matériaux, le transport, etc. Et donc, ça a créé un développement considérable, lequel développement, naturellement, ça demande des ouvriers, lesquels ouvriers n'avaient pas de logement. Les ouvriers sont venus des montagnes, beaucoup aussi de la région, et ils se sont trouvés dans une situation assez difficile. Il se trouve que la mentalité suisse, et surtout montagnarde, une mentalité d'effort de coopération. On ne peut pas travailler en montagne, surtout quand les montagnes pauvres sans qu'on se coopère très fortement. Donc ils ont réinvesti un peu cette idée-là dans des logements coopératifs, puisque la coopération existait depuis longtemps sur les problèmes agricoles. Et donc ils ont fait une première coopérative, 1891-97, sur un modèle déjà très novateur, puisqu'il y a une grande cour intérieure, comme on le voit, alors que les villes étaient beaucoup plus denses. Mais ça, naturellement, ne pouvait pas suffire. Il fallait passer à une autre échelle. Et donc, on voit ici la première Garden City. La Garden City était aussi une invention anglaise qui s'est développée, en particulier dans les pays où il y avait effectivement un besoin de logement ouvrier, sauf que là, on a adopté plutôt le modèle germanique plutôt que le modèle anglo-saxon. Mais ce qui s'est passé, qui est plus important, c'est que la ville, au tournant du siècle, voyant la situation catastrophique du logement, on trouvait 20 ou 30 personnes dans 4 pièces, la ville n'était pas faite pour faire du logement, parce qu'on installait des usines, puis on ne savait pas où les loger. Donc la ville a décidé qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Il a fait une loi très importante, en 1907, loi qui a imposé à la ville de soutenir la création de logements sociaux. Et les soutenir de deux façons. La première, c'est, on voit ici le développement de la ville en 3 étapes. Il y a la ville-centre en noir, et puis vous avez autour une première extension et une deuxième extension. Première extension qui date du 19e siècle, la deuxième extension qui date d'après. Et la ville, très astucieusement, a commencé à acheter des terrains, doucement, pour pas qu'il y ait de spéculation. Et donc, vous voyez en jaune tout ce qu'elle a acheté comme terrain, à la fois pour faire ses propres équipements, à la fois pour protéger des sites et en même temps pour avoir un potentiel pour soutenir le logement. Et elle a décidé, plutôt de construire tout elle-même, d'aider les coopératives qui avaient donc cette initiative, et qui sont des sociétés totalement indépendantes. Ce n'est pas des sociétés qui dépendent de la ville, ce n'est pas des sociétés qui dépendent de structures, c'est une coopérative, on connaît le motif. Et donc pour les aider, d'une part elles ont facilité, disons, le montage financier qui au lieu d'être de 30 ou 40% était redescendu à 10 et bientôt à 6% de la somme nécessaire à l'investissement pour construire les logements, ce qui rendait les choses déjà plus accessibles, plus avec des soutiens de nature diverse. Pratiquement on peut construire une coopérative sans avoir d'argent. Mais j'exagère un peu. Mais en même temps, elle a fait un deuxième geste qui était plus important, dont on verra les répercussions immédiatement un siècle plus tard, c'est qu'elle a décidé de vendre à des coûts très économiques les terrains qu'elle avait achetés. Et donc, naturellement, ça a facilité énormément la création de coopératives, puisqu'il y avait un besoin de logement et il y avait un accès au sol qui était relativement privilégié. Et dans le même temps, la ville a décidé aussi de contrôler ce développement, et elle l'a fait d'une façon un peu systématique. Un grand urbaniste, là c'est le plan de... Je me souviens plus de son nom. Ah oui, Steiner, qui était aussi un grand architecte, qui a été architecte de la ville pendant plusieurs années. Il décidait sur son bureau des très grands plans. Il avait un concept qui était assez puissant. La ville centre doit rester dense et la ville autour doit être une ville verte. Et donc on a ces développements considérables qui après ça ont été répartis par les coopératives qui prenaient un petit architecte, ou un grand, je ne sais pas, et qui construisaient des séries de logements. Et ça s'est construit exactement sur le motif qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on retrouve ça, c'est une date des années 50, on voit que la construction s'est faite comme ça, et un autre grand développement, là c'était au nord, qui s'est fait au sud, qui est comment s'appelle à Friesenberg. Et Friesenberg s'est fait par une coopérative qui, bout par bout, a acheté des terrains, acheté sans doute à la ville, bien sûr, et a construit toujours ces petits ensembles qui font maintenant un énorme territoire qui va rentrer dans une phase de transformation et de rénovation en essayant de conserver un des aspects caractéristiques de cette situation. Et là, on a une carte de ce qui montre à peu près, sur tout ce qui est violet, l'ensemble de ce qui représente les coopératives. On atteint aujourd'hui à peu près 50 000, on estime à peu près 50 000 logements. Ça représente, 48, 45 000, les chiffres sont un peu flous, j'ai des statistiques
Elles sont encore ce qu'on appelle les logements à caractère public, intérêt public, c'est-à-dire des logements qui échappent au marché. C'est-à-dire soit les coopératives, 90%, les logements de la ville, qui en construit en ce moment beaucoup. La ville est partie dans un train relativement important. Et puis ce qu'on appelle les stiftung, les fondations, qui sont très actives pour du logement de personnes âgées, pour des étudiants, etc., qui est un caractère très spécifique suisse, où la fondation, l'aide publique, l'aide personnelle par les fondations fonctionne assez bien. Ça a fonctionné, en gros, et on voit la courbe jusqu'aux années 70, et on voit la croissance. En bleu, c'est l'ensemble de la construction, en vert, c'est la partie coopérative, et en rouge, c'est la partie publique, qui sont dans ces logements dits d'intérêt public. Et on voit qu'elle a suivi directement l'entre-guerre, l'après-guerre, et puis tout d'un coup, ça s'est effondré. C'est la période 70, où tout d'un coup, on ne fait plus rien. On est dans l'ordre de... On protège la ville, on ne construit pas, on rénove, on restaure, mais c'est aussi une période dramatique où il y a une succession de crises qui va avoir un impact considérable. Donc les gens fuient, les logements ne se construisent plus, la jeunesse fait sa révolution 68 en 30 mai 80, par une conjonction tout à fait extraordinaire. La ville qui était très conservatrice, avait décidé de continuer à fonctionner comme elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire financer des choses pour les nantis, en quelque sorte, pour les bourgeois. Et donc elle avait décidé un prêt considérable pour la rénovation de l'opéra, juste au moment où les jeunes demandaient un peu autre chose. Et je trouve que ce 30 mai, il y a eu d'abord une manifestation contre la décision de la ville, mais en même temps, il y a eu un grand concert rock, ou je dis peut-être pas rock, mais un truc similaire, et les deux, la petite groupe de protestataires se trouvaient fusionnés avec les 5000 qui venaient. Donc ça fait une espèce d'ébullition formidable dans la ville. Et de là est partie une réforme complète de la ville, je pense qu'Andreas nous en parlera, qui a transformé la ville et qui en fait une ville ouverte, une ville un peu généreuse, alors qu'elle était relativement fermée et sclérosée. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Un deuxième élément, effectivement, a été une crise économique. La crise économique est venue de la disparition de l'industrie, donc on a vécu, ils l'ont vécu aussi. Et à cette crise économique, une crise de l'habitat. Et la crise de l'habitat, les gens foutaient le camp et la ville perdait des familles, et perdait du revenu. Et puis une crise politique, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces terrains? Ces terrains, naturellement, des gens comme Andreas voulaient en faire du logement, même de l'utopie, mais d'autres disaient non, on va faire du tertiaire, on va faire des grandes banques, etc. Et donc, impossible à la ville de résoudre ça. Et dans ce climat très complexe des années 80, quelques individus, donc Andreas qui est ici, a pris le logement et en particulier a fait ressurgir la coopérative comme un instrument pour inventer autre chose. Et donc le premier prototype, c'est ce Kraftwerk, voilà, la première opération avec une grande difficulté Andreas a monté, à partir de laquelle il a, ceci étant fait, c'est 1993 quand ça a commencé, quelque chose comme ça, construit en 2001 ou 2003, et de là, il a eu cette idée intéressante de remobiliser alors plutôt les grandes coopératives traditionnelles qui se sont mis à devenir également les porteurs de cette évolution, ils ont compris qu'il y avait là un changement, et en quelques années plus tard, en 2007, un siècle après 1907, qui est la date symbolique pour les coopératives du moment où elles ont pu vraiment exister, qui était le moment où la ville les a aidées, à faire une grande manifestation, nous existons maintenant, et ils ont inventé en quelque sorte une super coopérative qu'on appelle Meralswonen, où ces grandes coopératives se sont groupées pour faire une coopérative qui faisait un grand geste. Le grand geste n'était pas de faire un bâtiment, de faire un vrai quartier qui s'appelle Unziger Areal, qui est construit avec 13 bâtiments et qui a été construit, lancé en 1907, construit en 2007, construit en 2015. Mais parallèlement, la ville ne restait pas inactive. Parce que, voilà le plan de Meralswonen, qui est fait par 5 architectes et l'urbaniste étant un très très jeune du reste. Donc, le phénomène intéressant dans cette situation, c'est que cette résurgence des coopératives a permis à toute une jeunesse d'architectes
et même des architectes moins jeunes, mais qui n'avaient du mal à percer, à devenir, à pouvoir travailler et faire des inventions tout à fait remarquables. Et puis la ville a continué à faire la paix politique. Une majorité de centre-gauche arrive au pouvoir avec un programme très clair. On va faire 10 000 logements en 10 ans, de façon à récupérer un peu de la population qui avait baissé considérablement. La ville s'était appauvrie financièrement, et appauvrie socialement, puisqu'il n'y avait plus de mixité. Donc ils ont pris peur de ça, et ils ont décidé d'investir, et ils ont fait comme d'habitude, ils ont repris des bouts de terrain qui leur restaient. Dans les années 50, ils ont abandonné la vente, ils ont fait de la location. Ils ont loué sur des longues périodes, 60 ans, les terrains. Et donc, les derniers bouts qui gazaient, ils ont fait des concours qui a permis à des jeunes ouvriers qui allaient travailler à Berlin, parce qu'à l'époque, il faut savoir, en 80, les gens allaient à Berlin parce que c'était le moins bout, et les Suisses, déjà, ils n'avaient pas de travail. Et donc, de refaire des concours, et tout d'un coup, les gens ont découvert que le logement pouvait être un domaine d'architecture. La ville a très bien organisé ça avec des manifestations, les concours sont très bien organisés, j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, tout le monde s'est intéressé à ça, et les coopératives se sont dit, pourquoi pas nous? On a du terrain, il y a une demande, et ils se sont réveillés, et ça fait cette traînée. Ce qui s'est passé dans le même temps, voilà, une autre vue de ce projet, qui est un des premiers, c'est très complexe, c'est des logements duplex, enfin c'est une résurgence des années 70, mais revisitée de façon très intelligente par ces jeunes architectes, qui sont maintenant assez connus, pour l'architecture. Et donc, l'ensemble des coopératives s'est remué et commencé. Et je vais vous montrer juste un exemple qui montre à quelle force ça a tenu. Voilà ça s'appelle Trimley, c'est sur la partie ouest de la ville, et c'est tous ces petits logements. Voilà le système. C'est des logements en bande, 3 étages, 2 étages, ça dépend. Les plans sont relativement modestes, hein, c'est 2 appartements distribués par un escalier. Les pièces sont petites, qui ont été transformées cette fois-ci assez brutalement par des très grands ensembles de très très haute qualité, dont on voit ici le résultat et dont on voit ici les logements que ça donne. Et il y en a eu d'autres. Je prends un deuxième exemple que j'aime beaucoup, qui est 2 grandes barres avec l'intérieur des logements absolument magnifiques. Et pourquoi c'est parvenu? C'est qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant dans les années précédentes. Tout ça, c'est une histoire, on voit bien que c'est une histoire de Zurich, et de ce rapport très, très intime entre la ville, le logement, l'architecture, l'urbanisme. Dans les années 80, un fonctionnaire de la ville a trouvé anormal que la ville prête des terrains pour construire des choses sur son sol sans contrôler ce qui s'y fasse. Et donc elle a convaincu le conseil municipal de dire nous allons contrôler ce qui se construit, pas seulement sur le plan social, mais sur le plan de qualité architecturale et urbaine. Et donc ils ont décidé que tout projet d'innovation, de transformation ou création sur un terrain de leur appartement devait faire un concours. Ils ont organisé les concours, et donc il n'y en a pas eu beaucoup dans les années 80, bien sûr, mais quand il y a eu l'irruption, naturellement, ils avaient l'outil, ils avaient le logiciel qui permettait que ce développement quantitatif soit aussi un développement qualitatif. Et donc ces concours sont très bien organisés par la ville, on en parlera si vous voulez après, mais c'est des concours où la ville fait tout. Alors, maintenant, il y a des structures qui l'organisent. Mais la ville fait tout, c'est-à-dire elle organise la sélection, elle fait le brief, elle organise le jury, elle fait la communication. Déjà, il y a une machine qui était mise en place, et du coup, ces premiers qui étaient faits sur les logements, des terrains appartenant à la ville, les autres coopératives qui n'avaient pas, beaucoup de petites coopératives, se sont dit autant en profiter, quand ils ont vu que ça faisait des beaux logements, puis tout le monde en parlait. Et donc c'est devenu un peu la règle, et tout d'un coup la ville s'est transformée dans une espèce de laboratoire, de foyer, où on faisait du logement, et où on parlait du logement, et on développait du logement. Parallèlement, bien entendu, nos coopératives, disons, expérimentales, continuent à fonctionner avec des logements beaucoup plus évolués. Et donc ça explique la qualité de ces logements, parce que ça explique comment des jurys ont pu convaincre des coopératives qui ne connaissaient rien à l'architecture et encore moins à l'urbanisme, ont pu être convaincus de faire des objets dont celui que je vais montrer, qu'un objet tout à fait étonnant, d'un grand ensemble que nous on n'oserait pas faire en France,
mais qui est une merveille d'intelligence urbaine. C'est-à-dire c'est un site épouvantable, c'est-à-dire c'est un plateau qui a été transformé en logement. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Il y a quelque chose, c'est qu'il y a la gare. Donc avec la gare, on va en ville. Mais sur ce terrain qui était vraiment très peu propice, il y a eu un concours. Les architectes qui ont été sélectionnés ont trouvé une réponse, et cette réponse qui était compliquée, puisque c'était 2 coopératives, donc on pouvait imaginer que ces 2 coopératives aillent plutôt vers d'autres propositions, qui étaient les résultats du concours, où il y avait 2 bâtiments. Et la force du jury, c'était de les convaincre que jamais ils pourraient trouver un espace de cette qualité. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous avez un grand parc, divisé en 3 parties, et à l'extérieur, vous avez 3 parties qui permettent de faire un parking, des jeux pour enfants et un stockage de vélos. Et donc, il y a une invention à l'intérieur, je ne parle pas des logements, très intéressante qu'ils ont réussi à convaincre les... Et ça, c'est l'effet du jury. Et donc, ça donne ce grand parc qui est très, très bien dessiné, le reste, parce que ces petits arbres changent de couleur en fonction des saisons, on a une qualité tout à fait formidable. Mais pour vous dire que ce n'est pas seulement des très grands groupes, quelquefois il y a des tout petits projets, dans des situations que nous on connaît encore mieux dans nos villes, où ce sont des territoires, disons, très morcelés, avec des petites maisons, et voilà une installation d'une coopérative qui volontairement, d'abord c'est un concours qui a permis de trouver cette réponse qui était vraiment la plus intelligente, en faisant se connecter pratiquement les jardins des maisons avec le jardin des petits immeubles, qui sont des immeubles limités, qui font de très très beaux logements. L'intérieur, ce sont les petits jardins, les logements sont en quinconce, et vous avez ce tout petit projet qui aurait pu être un étage de plus, et que la coopérative a préféré limiter de façon à ne pas avoir trop de réactions des voisins. Voilà en gros l'histoire qui se faisait et qui se continue, puisqu'on est encore en course de construction, et je crois que vous allez en voir quelques-uns que va nous montrer notre ami Urs Prima. Je vais passer la parole maintenant à Andreas, je lui laisse aussi le fauteuil, puisqu'il a dessus son PowerPoint. Je vais ajouter à cette histoire que Dominique a expliquée 5 images et quelques réflexions très personnelles, parce que cette histoire est vraiment liée avec mon livre. Cette image ici a été photographiée l'an de ma naissance. J'aime bien cette image parce que je crois qu'elle synthèse dans une photographie l'idée de la société après-guerre en Suisse. C'est les petits bourgeois dans des maisons neuves, dans des quartiers nouveaux. C'était mon enfance aussi. À la périphérie des grandes villes, on était fiers d'avoir un propre logement, on était fiers d'avoir les enfants autour de la maison. Ce qui est complètement négligé dans cette image, c'est tout ce qui a fait avec la production, avec l'argent, c'est la séparation complète des femmes et des hommes. C'est quelques 100 mètres d'une des plus grandes usines de la ville de Zurich. C'est un paradis des petites familles qui synthèsent toute cette petite richesse qu'on a eue après la Deuxième Guerre mondiale en Suisse. Tout ce que nous avons fait les décennies passées, c'est travailler avec la destruction de cette image.
il y a eu des révoltes sociales qui ont questionné cette image. Il y a eu des transformations économiques. Il y a eu une complexité. De l'évolution sociale de notre société qui a questionné cette image. C'était des années de conflits. Dominique a montré la police. Je préfère de montrer un projet très très innovant qui a joué avec beaucoup de joie, avec ces conflits entre une ville très riche. Zu reich, c'est presque de la carte centrale. Zu reich veut dire trop riche. Alors on a joué avec le mot Zurich, on a questionné cette société qui était complètement orientée sur l'argent, sur les finances. On a occupé cette usine de compteurs de gaz. On a produit là, dans un quartier très traditionnel ouvrier. On a démontré, je crois pour la première fois, cette mixture zurichoise de autogestion, d'espace culturel, d'habiter ensemble, de faire un petit restaurant complètement illégal. C'était tous les bars et tous les bistrots dans cet temps n'étaient un peu éloignés des lois qui ont réglé la gastronomie dans notre ville. Et ces projets ont complètement changé la vie dans la ville, la vie sociale, et ils ont ouvert une porte vers une société qui est devenue maintenant beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus innovante. Et ça a naturellement à faire beaucoup avec le développement de la territoire. C'est une affiche que la ville de Zurich a présentée à la MIPIM à Cannes il y a 15 années. Là, les sociodémocrates et les Verts ont voulu vendre un tiers de la ville aux investisseurs internationaux parce qu'après cette crise économique des années 90, on a désespérément cherché des investissements dans la ville. Alors c'est une brochure officielle de la ville de Zurich à la MIPIM, et tous les ellipses blancs sont les grands terrains industriels où on n'a aucune idée que faire avec ça. C'était nous qui ont proposé une chose un peu différente. C'était une grande discussion politique. Les banques ont proposé qu'ils prennent tous les terrains pour agrandir le système financier de Zurich. Beaucoup de gens ont opposé contre ces plans et ils ont proposé une ville beaucoup plus mixte, beaucoup plus complexe, beaucoup plus diversifiée. C'était une innovation qu'on peut plus comprendre aujourd'hui parce qu'on a vraiment discuté si c'est possible que des familles vivent sur ces terrains. Les banques ont dit ça va jamais. Ça c'est une telle friche, le Kraftwerk 1, que pour la première fois a démontré que ça fonctionne, que c'est assez fertile. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont nés dans ces maisons. Et c'est vraiment le changement d'une phase pionnière. Les projets pionniers sont toujours limités. On ne peut pas influencer la vie quotidienne, la vie sociale d'une ville avec des projets pionniers. On ne peut que démontrer ce que pourrait être possible. Et ça, c'est vraiment la situation spéciale maintenant, que les coopératives traditionnelles ont aussi vu un futur pour eux-mêmes
dans ces projets pionniers. Parce que eux, les maisons ont vieilli avec les gens, la société a changé dans ces maisons que j'ai montrées initialement. Il y a maintenant, normalement, une femme, 80 années, seule. Alors, les structures, même les structures économiques dans les quartiers sont brisées parce qu'il n'y a aucune densité. Ça, c'est le défait du concept de la ville-jardin. Il faut densifier dans une manière très très radicale pour avoir une densité sociale, une densité économique dans nos villes. Et ça, qu'on a essayé avec le projet Miralswohnen, en réunion plus qu'une cinquantaine des coopératives existantes, les coopératives pionniers et les coopératives traditionnelles, en faisant ensemble ce grand projet avec presque 400 appartements, 160 différents plans. Le plan de type que Dominique a montré, c'était même dans le plan l'idéal d'une famille que tout le monde vit la même vie. Et maintenant, nous n'avons pas trouvé le clé du futur, mais nous avons trouvé la diversité. Et nous essayons et nous expérimentons sur le niveau des plans, parce que les plans sont aussi des boîtes pour des vies différentes. Alors nous ne proposons pas des résolutions, mais nous proposons un choix. Et je crois que c'est le système ADK pour une société changeante. Et ça ne va pas terminer, ça va continuer avec un dynamisme extrême pour être résilient, pour être présent, pour vivre ces changements. Il faut avoir un système très fort, un système très dense et un système très diversifié. Merci. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite, éventuellement? C'est des questions s'il y en a, sinon Urs va faire sa propre. Urs Prima a travaillé pratiquement depuis le début, puisque le premier projet de transformation d'un site qui appartenait à la ville a donné lieu à un concours qui a beaucoup marqué les esprits. C'était en 2000, et ensuite il a travaillé sur beaucoup de projets, d'abord de coopératives, et finalement ils se sont retrouvés sur un projet très emblématique avec André Schoffer sur Kraftwerk. Ce n'est pas que son activité en tant qu'architecte, il fait aussi un peu d'autres choses, mais il a beaucoup travaillé sur les logements coopératifs. Donc s'il n'y a pas de questions, on va le laisser. Merci. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça? Je vais essayer peut-être de montrer un peu le point de vue d'un architecte et de montrer... Pourquoi ça fait ça? Activer plein d'écran, très bien. Merci. Oui, je vais essayer de parler des expérimentations que nous avons pu faire en tant qu'architecte dans cette période de peut-être 15 ans. Et je vais faire ça à travers de 4 projets, 2 qui ne sont pas réalisés, un qu'on n'a pas gagné, un autre qui a échoué après presque 15 ans, et 2 projets réalisés.
Et s'il s'agit ce soir de la question quoi l'invention architecturale peut contribuer à l'innovation sociale, il faut aussi se demander à quel point la société ou des fragments de la société ils sont prêts à innover. Et nous avions une marge de manœuvre assez importante en tant qu'architecte dans ces années. Mais notre travail s'inscrit également dans un contexte politique et économique et culturel qui change, qui se modifie. Et parfois, il nous arrive la chance à pouvoir contribuer à ces mutations. Mais parfois aussi, nos propos ils sont en désaccord avec... les projets ils peuvent échouer. Je vais essayer d'analyser un peu ces conditions plutôt que de juste montrer les projets. Ce concours-là, c'est peut-être le moment où cette marche elle était la plus grande au début de cette phase où la ville elle a décidé de promouvoir des concours où l'économie elle est repartie et aussi il y avait un nouveau pragmatisme au-delà des blocages un peu idéologiques qui ont bloqué beaucoup de choses dans les années 80-90. Il y avait une sorte de nouveau départ. Et en fait, c'est pas du tout un projet avec un esprit communautaire. En fait, c'est presque le contraire. C'est un projet qui cherchait la confrontation entre un espace public radicalisé au rez-de-chaussée de ce bâtiment qui concentre tout le programme dans un bloc, avec une piscine au rez-de-chaussée, un supermarché, le lobby d'entrée pour les logements, et une sorte de très grande sphère privée pour le logement dans ce bloc. Je montre... Alors ça donne une sorte de labyrinthe intérieur de logements, d'espaces qui sont illuminés par le haut, par des puits de lumière qui rentrent dans la section. Ça, c'est un plan d'appartement. Et par contre, il y avait une sorte de fascination aussi avec cette profondeur. Et il y avait surtout des nouvelles conditions. Il y avait une recherche de la performance énergétique qui mène à des lignes de plus en plus épaisses. Il y avait un intérêt pour qu'est-ce qu'on peut faire avec la ventilation contrôlée, avec le fait qu'on est de toute façon obligé à installer une ventilation dans ces bâtiments. Et on a poussé un peu cette recherche à l'extrême. Mais je vous montre aussi les autres projets du concours qui étaient dans la dernière. C'était un concours ouvert et il y avait 4 projets dans la deuxième phase. Il y avait le projet de Adrian Streich qui s'est réalisé, là-haut. Et le nôtre, il y avait aussi un projet de Dietz aus Eck de Undent, assez radical, de grands bars ou tours qui est très très mince, qui cherchait aussi d'une autre manière à transformer ces ensembles de logements qui étaient assez introvertis avant, qui étaient vraiment centrés sur un monde intérieur d'espace collectif, espace vert. Et je crois que notre projet et leur projet aussi a essayé de créer des espaces beaucoup plus publics sur le site. Le troisième projet, c'est peut-être plutôt une recherche de la continuité de la rue,
réaction sur le petit quartier qui existe à côté. Mais on voit une très grande diversité aussi des projets qui ont été sélectionnés. Et normalement, chacun des 4 aurait pu gagner le concours. Alors c'était assez... je crois que les jurys d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins expérimentaux qu'en 2002. Le deuxième projet, ça en fait accompagné notre agence, c'était la raison pourquoi on s'est mis ensemble. On avait fait une collaboration pour ce concours et on a gagné. Et c'est dans un quartier où l'espace public était réduit un peu sur un schéma de circulation de voitures. Les bâtiments étaient vraiment, sont vraiment déconnectés des rues. Il y avait très peu d'espace public dans le sens propre. Et le projet formulait une sorte d'antithèse en créant cet anneau, cette grande cour qui est entourée des bâtiments de logement qui en fait ont tous les accès depuis les rues. C'était l'idée de réagir de façon pareille sur toutes les rues qui entourent le site, qui était un des plus grands sites qui n'était encore pas construit à Zurich, et qui appartenait à la ville. Et il y avait 3 coopératives, 2 coopératives et une fondation qui organisaient le concours. Et ce qui était aussi un peu audacieux, c'est de faire une seule forme pour les 3 coopératives. D'abord, on pensait qu'on n'allait pas gagner parce qu'on n'avait pas fait 3 bâtiments. Et on était assez étonnés qu'on a pu gagner le concours. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que le bâtiment il réagit des différents côtés avec des différentes épaisseurs. Il y a des émissions sonores de la côté des grandes rues qui fait que le bâtiment il est plus mince et orienté plutôt vers l'intérieur de ce côté-là, et il y a une double orientation côté quartier. Ça, c'est un peu d'autres projets de la dernière ronde. On voit encore qu'il y a vraiment des typologies urbaines assez radicalement différentes qui ont été explorées, qui ont été discutées par les jurys, qui ont été admis à la dernière ronde. Et il y avait aussi des projets il y avait une forte discussion économique sur quels sont les projets qui sont faisables avec les contraintes économiques des coopératives. Presque immédiatement après avoir gagné le concours, il a été attaqué par des gens qui habitaient par une grande groupe. Ce n'est pas une petite, quelques 2 ou 3 gens, mais c'était une groupe assez importante qui habitait en dessus, dans le quartier, des propriétaires des petites maisons, mais aussi des propriétaires de logements, des habitants. Et on s'est retrouvés dans des réunions où il fallait défendre le projet. On a construit des arguments un peu fonctionnalistes pour démontrer les avantages de cette solution, la performance. Mais en fait, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était vraiment un problème de forme urbaine qui était trop différent de ce qui est à côté. Il était trop autonome, peut-être aussi. Et on a souvent montré cette image de la ville, de la maquette de la ville, pour aussi un peu avoir le contexte topographique et un peu plus large du projet. Mais finalement, il y avait une décision du tribunal fédéral, du plus haut tribunal de la Suisse en 2016,
que le projet doit être abandonné parce qu'il ne conforme pas au contexte immédiat. Donc, il continue pas, ce qui est probablement vrai, c'est antithèse aussi d'une certaine manière à ce contexte-là. Après, je passe aux choses qu'on a réalisées. Ça, c'est pas une coopérative super innovante ou une coopérative qui se veut, qui a un projet social important, mais c'était aussi un concours qu'on avait gagné et le dénominateur commun était qu'ils voulaient faire des logements qui coûtent vraiment pas cher. Ça, c'était leur but et nous, on était d'accord avec ça. Et on a essayé quand même de trouver des thèmes qui peuvent aussi être des thèmes sociaux dans ce projet. Et ça s'est passé beaucoup par le biais de la forme et en fait le client il aimait beaucoup, la coopérative elle aimait beaucoup cette forme des espaces ovales. C'est une situation assez simple, il y a une rue bruyante au nord, c'est à Oerlikon, près de la gare, près des industries que tu as montré. Et un parc au sud, il y a le lycée et le reste d'une forêt, un très beau, de très beaux arbres au sud. Et ce que fait cette forme, c'est une sorte de traduction de l'espace public du parc dans des espaces un peu plus collectifs pour les logements. Et je montre aussi les autres projets. C'est une solution qui est pas complètement, il y avait le projet par exemple de Steib-Schwentner qui est similaire, il y a aussi le projet de Forster-Uhl et Kyriakidis qui est un peu similaire. C'était une solution qui était quand même en principe logique à cet endroit-là, de s'ouvrir vers le sud, vers le parc. Et ce qui s'est développé à partir de ça, c'est à cause de l'économie du projet, il fallait avoir au moins 4 appartements par cage d'escalier. Et alors il y a toujours un cage d'escalier avec les 4 appartements, mais il y a aussi 4 appartements autour d'un cours ovale. Alors peut-être ton voisin dans la cour n'est pas le voisin que tu vois dans le cage d'escalier. C'est un premier niveau. Le deuxième niveau où la forme avait une influence, c'était sur les plans de logement. C'est un système orthogonal assez systématique qui intersecte avec les formes des terrasses qui sont les balcons qui vont le long de toutes les façades du côté sud. Et du coup, il y a les portes coulissantes qui réunissent les espaces, qui créent une sorte d'enfilade, un deuxième système de circulation dans le logement, qui peut être utilisé comme ça aussi de différentes manières. Il peut être compartimenté et plutôt individuel ou plutôt ouvert et centré sur l'espace du balcon. Et l'ovale fait que ça s'ouvre de plus en plus. Alors les logements au bout, au sud, ils sont une grande distance vers les voisins, et les autres, ils regardent plutôt vers l'extérieur. C'est un peu la différence avec une cour orthogonale. Voilà. Je vais un peu plus parler de Tiki, parce que c'est aussi un projet où Andreas il était beaucoup impliqué depuis le début.
Et c'est un projet qui est assez extraordinaire pour plusieurs raisons. Le premier, on voit ici, c'est un site extrêmement dominé par des lourdes infrastructures. Il y a une autoroute, il y a un viaduc de chemin de fer. Deuxième raison, c'est que c'est un sorte de réseau de clients. Ce n'est pas une coopérative qui était notre client. Ce n'était pas non plus tout le monde qui est sur cette image n'était pas connu au début. Il y avait Sen, qui est une entreprise Total qui a construit le projet. Et il y avait Kraftwerk qui était déjà impliqué. Et il y avait Würstum Partner qui sont des spécialistes immobiliers qui ont aussi commencé à organiser des concours un peu comme la ville l'avait fait. Ils ont copié le modèle de concours pour développer des projets. Aussi, au Lunderhof, c'était un concours qui a été organisé par Würstum Partner, par la ville. Et la famille Zwicky, qui était propriétaire du site. Et tous les autres, ils sont venus plus tard. Alors, on avait un programme assez vague. Il y avait peut-être 40% qui étaient surface qui étaient plus ou moins claires parce que c'était Kraftwerk. Mais aussi le programme de Kraftwerk était très ouvert. Et le programme voulait qu'on imagine des structures brutes qu'on pouvait utiliser pour habiter, pour travailler, pour différentes fonctions, et que le marché après va déterminer ce qu'on fait. Vous voyez qu'il y avait une énorme diversité encore des solutions. Il y avait notre projet à gauche qui est peut-être un peu entre les extrêmes. De l'autre côté, il y a le projet de l'Hackathon-Vassal qui était très conceptuel, qui proposait plutôt un système flexible qui pouvait croître avec les habitants, si j'ai bien compris. Et il y avait des projets de logement assez classiques comme Bunzli-Courvoisier ou Graber-Pulver qui prenaient très au sérieux le programme avec le bleu et le vert qui devrait être le logement de propriété et le logement de la coopérative. Alors il y avait vraiment plutôt des concepts que des projets aboutis. Et nous, le projet de Futuraflosch, qui est deuxième de gauche, qui est similaire avec le nôtre parce qu'il proposait aussi une sorte de cohabitation de différentes typologies au lieu de tout vouloir résoudre avec une seule forme. Ce qui était intéressant avec Zwicky, c'est qu'on avait l'opportunité de faire des allers-retours ou une sorte de feedback avec le plan urbain qui n'était pas fini au moment où on avait fait le concours et il a été modifié. C'était aussi une nouvelle équipe qui faisait le plan urbain d'ensemble pour l'ancien site industriel. Et c'était important pour pouvoir connecter aussi à la ville. Alors, une idée importante, c'était d'utiliser l'espace sous le viaduc ferroviaire comme accès principal au site pour les piétons, pour les vélos, et pas l'utiliser pour les parkings ou pour, comme c'était prévu dans le premier plan directeur qui est en haut. Alors le nouveau plan directeur, il arrivait à la même idée et c'était possible de donc incorporer notre projet et cette idée d'activer l'espace sous le viaduc dans le plan d'ensemble. On voit ici les rez-de-chaussée, c'est 2012 des projets ou des choses qui étaient déjà réalisées en 2012.
voit aussi que nous avons essayé de continuer la trame, les espaces du site industriel de l'autre côté. Et ici, on voit le viaduc avec le nouveau accès pour le site, pas encore complètement fini ici. Notre stratégie, c'était de proposer plusieurs types de bâtiments, des bâtiments très épais, comme peut-être une sorte d'héritage du premier projet que j'avais montré, mais aussi l'opposé, des projets de 9 mètres, des bâtiments, des bars de 9 mètres de profondeur, où on pourrait vraiment faire des ateliers aérés des deux côtés, et finalement des halles de production, d'exposition, de commerce, des bâtiments bas qui réagissent aussi à l'héritage industriel. C'était important d'avoir une structure flexible parce que justement le programme n'était pas très clair. Au début, on avait l'impression qu'il y aura beaucoup plus de non-logement, d'autres fonctions. Les blocs épais, c'est peut-être l'endroit où on a utilisé le plus cette flexibilité, où il y a le plus de différence ou hétérogénéité dans la typologie des logements, même si le bloc il est assez simple vu de l'extérieur. Chez Kraftwerk, je crois que chaque étage est différent. Il n'y a aucun plan qui se répète dans le bloc. Il y a des appartements qu'on voit ici qui passent 30 mètres de profondeur. Il y a aussi des appartements dans les angles, dans les coins qui sont orientés vers deux côtés. Là, on voit cet appartement qui était un peu difficile à louer. L'appartement de 30 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi des fonds de pension. L'autre bloc, il a été acheté après, avec le projet, avec l'avant-projet, par un fonds de pension qui nous a demandé de faire pas des appartements de 30 mètres, mais des appartements un peu plus petits et de couper un peu plus l'intérieur du bloc. Et du coup, ils ont réalisé une sorte de familistère beaucoup plus collectif que chez Kraftwerk dans l'intérieur de leur bloc, et qui donne de la lumière aux entrées des appartements. Chez Kraftwerk, il y a aussi un thème qu'on a pu rechercher, c'est de combiner les différents types. Il y a des grandes colocations avec jusqu'à 14 pièces dans les blocs, et parfois ils sont liés avec d'autres bâtiments. Ici on voit un pont qui est relié avec des petits studios dans une barre. Alors c'est possible d'avoir une sorte de satellite pour la colocation qui se trouve dans les blocs. Un autre pont, il est partagé par deux colocations. Ça permet en théorie de faire une colocation de 30 personnes, même si ce n'est pas possible du point de vue incendie d'avoir plus que 14 chambres dans un facteur externe qui était important, c'était les émissions sonores des autoroutes, des trains, et le projet s'est beaucoup modifié avec les simulations qu'on a fait. Le projet de concours, il a carrément changé de forme après à cause de cette recherche sur les émissions sonores. On voit ici que parfois la belle côté, c'est vraiment côté sud, il y a la petite rivière qui passe, mais elle est très très bruyante. Et là, on a monté un type qui a des chambres qui donnent sur les deux côtés, qui permet d'aérer de la côté tranquille, mais de quand même orienter toutes les pièces vers la côte sud, et ça donne des espaces
communes très compactes et des chambres de 20 à 21 mètres carrés. Ça, un peu ici, aussi les balcons qui continuent le long du bâtiment. En théorie, je peux aller visiter mon voisin. Il y a des gens qui mettent quelque chose. Et chez les caisses de pension, ils nous ont demandé d'inventer quelque chose pour séparer les logements, mais là, on a pu laisser ouvert. Et tout est un peu brut dans le finish. C'est pas une architecture très... en fait, elle n'est pas complètement finie. Il faut que les gens ils mettent des plantes, on peut accrocher des choses aux échafaudages, et c'est quelque chose qui ne se veut pas complètement fini. Finalement, les halles, la typologie basse, c'était la plus difficile à réaliser, c'était la moins économique aussi. Et aussi, on a spéculé qu'on va avoir peut-être 40% de non-logement, et finalement c'était 20% aussi pour des contraintes de financement. Les banques, ils aiment mieux financer du logement en ce moment parce que c'est très sûr comme investissement. Alors c'est environ 20%, c'est quand même les rez-de-chaussée des blocs, les rez-de-chaussée qui sont côté rue et 2 étages chez Kraftwerk et aussi dans la barre le long du viaduc. Mais on a aussi fait des volumes qui étaient au début des volumes de halles, qui sont maintenant une grande garage de vélo avec une terrasse commune. Et on a fait un volume où il y a des logements dans une halle. On a appelé ça les lofts en bande. C'est un investisseur privé. Au début, Sen voulait vendre les logements. Et finalement, c'était un changement de dernière minute de ne pas faire ça et de vendre tous les bâtiments à un investisseur Swiss Life qui loue maintenant les logements. Mais c'est des types beaucoup plus généreux que les autres sur le site, des logements de 2 étages avec un petit patio et avec 2 parties privées. Pour conclure, je me suis demandé, oui, qu'est-ce qu'on a fait dans ces 15 années et qu'est-ce qui sont peut-être les défis aussi pour le futur ou pour la situation actuelle. Une observation, c'est que le programme devient de plus en plus prescriptif. La solution, elle est souvent déjà formulée dans le programme ou anticipée, et des programmes très très ouverts comme on avait chez Zwicky, c'est rare. Il y a une sorte de besoin de contrôle aussi parce que c'est des processus souvent compliqués et risqués, mais ça crée peut-être un problème pour cette relation entre invention architecturale et innovation sociale, parce qu'il faut vraiment les allers-retours. Il faut que l'architecte puisse créer quelque chose et après ça va être modifié, ça va être travaillé, il y a des réactions. Une deuxième chose, c'est tous ces normes et labels. Les plus importants, c'est l'accès aux handicapés, toutes les prestations énergétiques et écologiques, et aussi les émissions sonores qui sont vraiment relevant sur l'échelle de la conception. Et parfois, comme on a vu, c'est une incitation à l'innovation. Il ne faut pas dire que tout ça c'est mauvais, parce que ça peut aussi créer des idées. Mais parfois, ça devient une sorte de catalogue de prescription qui bloque en fait l'innovation. Les constructions durables, tout ce qu'on a fait à Zwicky, c'est flexible en théorie, mais finalement, c'est
assez spécifique. C'est comme ça, les appartements ils sont divisés comme ça. Et il y a là une problématique aussi technique d'installation, de performance écologique, qui fait que la flexibilité elle est souhaitée en théorie, mais en fait elle s'arrête quand le projet est livré. Le succès du modèle coopératif, il y a des acteurs qui aimeraient bien copier ça, de aussi faire des logements pas chers, sociaux, et les caisses de pension, ils ont montré que c'est tout à fait faisable qu'un investisseur privé il réalise la même chose pour des loyers comparables à des coopératifs, mais ils n'ont pas la même structure quant aux projets sociaux. Je crois que c'est ça la grande différence. Aussi la programmation, il y a aussi un savoir-faire chez les coopératifs qui est difficile à transposer sur d'autres acteurs. La prégnance du logement, si on voudrait vraiment mettre en œuvre cette densité, mixité programmatique urbaine, il faudrait presque protéger les autres fonctions du logement, parce que sinon le logement va en ce moment dominer. C'est très différent des années 80. Et finalement, la densification urbaine versus l'héritage du cité-jardin, je crois que c'est un peu un exemple extrême avec Grünwald, avec ce projet, mais c'est un débat assez important qui a aussi des côtés sociaux en détruisant tous les restes des cités-jardins. Il y a aussi une liquidation de beaucoup d'appartements qui coûtaient pas cher, qui avaient des... alors il y a là un débat, je crois, qui n'est pas encore terminé sur le futur des cités-jardins. Ça, c'est un peu les... De temps. On va d'abord peut-être tout de suite poser des questions à la salle, demander à la salle de poser des questions s'il y en a. En attendant, je voudrais juste demander à Andreas, c'est un phénomène qui paraît tout à fait naturel, tout ça, ça se développe. En fait, il y a un énorme travail, disons, de sensibilisation, de discussion, de rapport pour faire glisser toutes ces choses-là. Et comment ça s'est passé, comment petit à petit de ce projet qui est presque... 3 ou 4 personnes, a pu migrer, et comment tout le système a pu se glisser dans ces coopératives. Je crois que cette expérience est assez intéressante, qui a fait que finalement Meralswonen, qui a été l'expression du retour des coopératives en tant qu'institution classique vers l'innovation, s'est transformé en une machine à justement diffuser cette information. Parce que tout ce travail de discussion, d'implication des habitants, ça paraît loin. En fait, c'est ce qui a vraiment fonctionné énormément dans tous ces projets. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Je n'ai pas parlé beaucoup des problèmes parce que je voulais encourager vous de faire des trucs similaires. Je crois qu'un clé est que nous ne voulons pas faire de l'architecture, nous ne voulons pas faire des logements. C'est plutôt un dialogue sur la ville, sur le futur de la ville. Nous avons des processus de participation assez grands, 200-300 personnes, et la majorité des gens qui participent pour des années dans des discussions sur le projet à la fin, ne déménage pas dans le projet. Et à l'initiation, c'était un peu frustrant, ça nous a posé des questions. Pourquoi vous discutez sur un projet? Pourquoi vous investissez votre temps?
dans les sessions du jury et tout ça. Et nous avons fait des enquêtes et les gens, ils ont dit, nous avons pensé sur le logement, sur notre vie, nous avons appris beaucoup et nous avons décidé de rester où nous sommes ou de peut-être devenir membre de la coopérative. Peut-être en 10 années, notre vie va changer, notre situation familiale va changer. Alors, je crois que ça, c'est vraiment la chose spéciale chez nous, que des problèmes urbains que nous avons eus, hein, c'était le début, nous avons pu installer un dialogue urbain qui encore, de projet à projet, se développe. C'est un projet culturel, politique, c'est pas simplement produire d'architecture ou de logement. Naturellement, à la fin, c'est très très important qu'on fait ça, qu'on fait des logements abordables, qu'on s'investisse dans ces questions. Ça, c'est la chose un peu plus dure, mais je crois que commencer avec une dialogue ouverte, c'est aussi une chose qui peut inspirer les architectes. À l'initiation, les architectes ont eu peur qu'il y a trop de gens qui gâtent leur jolie architecture. Et maintenant, avec ce processus de 15 années, c'est les architectes formidables qui aiment bien nos concours, je crois, parce qu'ils perçoivent qu'ils peuvent réaliser des choses qui sont complètement impossibles sur le marché commercial et que nous supportons et défendons leur idée. Alors chez Zwicky, c'était une raison du programme qui n'était pas tellement fixée que nous avons voulu inspirer les architectes. Parce que c'est une discussion tellement ouverte et tellement présente et une situation tellement complexe, niveau bruit et tout ça, nous n'avons pas voulu prédéfinir trop le programme. Nous avons voulu inviter les architectes pour proposer des résolutions praticables et fonctionnelles. Je crois que c'est ça. Mais préalablement, ce système de participation n'existait pas à Zurich, ou c'est cette transformation des coopératives qui a réouvert ou qui a carrément ouvert cette capacité de dialogue avec les habitants, pas nécessairement pour faire leur propre logement, mais pour participer. Ça s'est fait, ça n'existait pas avant, c'est un peu le résultat de cette résurgence des coopératives comme acteurs. Oui, naturellement, les coopératives, par loi, ont des structures participatives, il y a des assemblées générales, mais nous avons pris ça plutôt comme modèle. À la fin, c'est la question comment nous vivons dans nos villes. Je crois que nous sommes des démocraties assez élaborées avec les votes et tout ça, mais l'espace le plus proche de notre vie quotidienne est complètement réglé par les spécialistes, par des fonctionnaires et par nous-mêmes. Et dès ces squats, des occupations, la discussion à qui appartient la ville, nous avons développé une démocratie de base, on pourrait dire, pour vraiment faire une recherche architecturale. Juste, on ne veut pas éviter, s'il y a des interrogations dans la salle qui n'hésitent pas à poser des questions, il y a un micro quelque part, où ça se fait spontanément, je ne vois pas de main qui se lève. On peut faire un peu de lumière. Allez, on va essayer de passer le micro. Pas tout ça. Donc moi je trouvais que votre présentation était très intéressante et moi je m'interroge si une telle architecture est possible en France, en fait. Et je me dis, par exemple, vous avez montré des plans qui étaient très originaux avec de grandes profondeurs. Ça c'est quelque chose qui serait
je pense, assez dur à faire en France, parce que nous n'avons pas la possibilité de réaliser de aussi grande surface en logement social. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était votre architecture est très intériorisée en fait. En France, on a plutôt une tendance, si on a une typologie, s'il y a plusieurs typologies d'appartements, de le faire voir aussi côté extérieur. Et là, en fait, l'extérieur, on ne voit pas grand-chose chez vous. Je ne sais pas si c'est la culture protestante ou calviniste qui fait ça, par rapport à une culture plutôt catholique et exubérante peut-être en France. Mais je trouvais en tout cas peut-être ce serait intéressant d'engager une discussion là-dessus, comme on est en France et à Paris. Et je pense qu'il y a pas mal d'architectes dans la salle qui aimeraient pouvoir réaliser des appartements plus expérimentaux. Et voilà. Je commence et je passe à Urs. Après, c'était aussi chez nous que tout le monde a dit que ça ne fonctionne pas. Hein. Alors je crois qu'il faut essayer. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir transposer les choses un sur un, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, et vos conditions sont assez différentes, probablement. Il y a peut-être aussi d'autres libertés. C'est possible qu'il y a des choses qui sont possibles en France, qui ne peuvent pas se permettre. On cherche depuis longtemps les volets, comment vous appelez ça, les pliants en aluminium, qu'il y a partout en France. On voudrait le faire aussi. Non, mais je crois qu'il faut pas rester bloqué sur le fait que, bien sûr, il y a des choses qui sont possibles, qui se font en Suisse, qui ne sont pas possibles en France. Je crois qu'il y a d'autres. Et pour le côté protestant, ce qui est rigolo, par exemple, c'est les salles communes avec la machine à laver. Ça, c'est quelque chose qui est complètement normal en Suisse, ou de moins en moins, mais c'est quand même normal que chaque bâtiment de logement, il y a dans la cave une salle, une buanderie commune. Et apparemment en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On veut quand même avoir sa machine à laver chez soi. Alors aussi cette culture, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est collectif, est probablement assez sensible et assez... Et on peut toujours essayer de changer les choses, mais parfois on rencontre des murs. Je veux ajouter sur le niveau d'économie d'espace, c'est pas que nous gaspillons l'espace, c'est vraiment une recherche d'économiser l'espace individuel. Dans notre société, à Zurich, c'est 50% des foyers, c'est des foyers célibataires. Ils consument, c'est pas différent à Paris, je crois, ils consument le double d'espace que les foyers familiaux. Si nous trouvons des typologies qui sont adéquates pour notre société très célibataire, individuel, il faut expérimenter avec des nouvelles typologies. Et le plan que Urs a montré avec l'appartement de 30 mètres de largeur et 170 mètres carrés, c'est une histoire derrière. Nous avons travaillé avec des artistes qui vieillissent aussi, hein, les artistes. Il y a eu un groupe d'artistes qui a pensé de se retraire un peu, de pas aller dans l'atelier tous les jours. Ils ont produit une vie des œuvres d'art
Et nous avons inventé ce plan pour proposer aux artistes à la fin de leur vie un site assez généreux, mais où ils peuvent vivre, cuisiner, stocker, peut-être aussi créer des œuvres d'art. Alors c'est des histoires très très spécifiques pour résoudre des histoires qui existent dans notre société. C'est pas le gaspillage de l'espace, c'est très très important économiquement que nous trouvons des histoires très très adéquates à certains cas. Pour poursuivre, ce que j'aurais souhaité savoir, c'est comment vous avez travaillé la demande de vos publics, en particulier, par exemple, l'artiste en fin de vie. Comment est-ce que vous avez travaillé un peu vieillissant. Moi, je me mets dans cette catégorie-là. Justement, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous avez travaillé la demande de vos habitants entre l'architecte, vous parlez de programme, comment est-ce que vous avez pu organiser, travailler les programmes et les demandes, et la demande des futurs habitants? Quel type de communication vous aviez, quel type de dialogue, à quel rythme avant de concevoir vos projets architecturaux qui répondaient aux désirs de ces futurs habitants qui étaient en participatif? C'est un processus assez élaboré, c'est jamais que nous demandons les gens ce qu'ils veulent et après nous le commandons des architectes. C'est un processus un peu plus compliqué. Les séances sont généralement publiques, tout ce que nous faisons est public. Et si nous percevons certaines idées intéressantes, nous travaillons. Alors c'est jamais les 10 personnes veulent vivre comme ça, après nous construisons et après ils entrent. C'est pas la chose que nous faisons, parce que nous cherchons des structures qui sont plus indépendantes des personnes. Nos maisons, ils doivent vivre beaucoup plus longtemps que tout le monde ici dans la salle. Nous cherchons des idées génériques qui reflètent quelques développements de notre société. Et nous parlons avec beaucoup de gens. Nous les invitons de faire des groupes de travail, de proposer leurs choses. Et nous écrivons ça dans les programmes des compétitions. Nous demandons les architectes. Ici à Zwickau Sud, les architectes ont proposé beaucoup de typologies parce qu'ils ont développé une joie à trouver le potentiel de ces blocs énormes et tout ça. C'est un dialogue sur tous les niveaux. Juste, on pourrait préciser quand même une chose qui est importante, on parle de logement locatif. On n'est pas dans l'accession. Ça change énormément les choses. Le deuxième élément très important, c'est qu'en Suisse, au moins à Zurich, ils se sont séparés des fonctionnalités habituelles 8 jours. Et très très vite, c'est devenu plutôt des espaces disponibles où il n'y a pas nécessairement segmentation, séparation entre la partie chambre et la partie séjour. On a au contraire une espèce de loft dans lequel se disposent à 2 endroits différents les chambres. Question d'isolation, je pense avec les techniques nouvelles, on arrive à faire que la chambre soit à peu près tranquille. Et donc ça libère énormément le dispositif. Et j'ajoute, quand on regarde les plans suisses, on n'a pas ce problème que nous avons en France où l'escalier devient le nœud, du blocage du système, puisque c'est un escalier préfabriqué, colimaçon, qu'on va coller dans un coin et après on se débrouille. Là, vous ne trouverez jamais ça dans un logement suisse. L'escalier est un vrai dispositif qui permet d'accéder à son logement presque à pied, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dans le système suisse que nous avons
pour l'instant ni encore complètement éliminé, et que peut-être on n'arrivera pas à l'éliminer, puisque les coups de l'escalier, c'est un problème d'incendie, des pompiers, etc., qui fait que nous, on l'enferme parce qu'on a peur que tout le monde brûle. Donc il y a des situations quand même qui bloquent pas mal nos propres développements. C'est aussi vrai que les architectes, ils peuvent aussi changer les normes. C'est un processus lent, mais c'est possible d'arriver à des... Parce que c'est quand même aussi chez nous, c'est une grande problématique, c'est qu'il y a des changements de normes absolument catastrophiques. Par exemple, si on n'a plus le droit d'avoir une fenêtre sur une rue bruyante, si vraiment il faut faire des façades en béton, on perd toute la communication avec l'espace public qui peut être... Et dans ces cas-là, il faut aussi que les architectes, tous les gens concernés, ils alertent sur... Mais en même temps, à Zurich, on voit que cette nouvelle norme, je ne sais pas de quelle date, a conduit à des innovations sur le plan des logements qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit des logements qui sont sur des rues bruyantes. Vous allez en visiter un vendredi. Et il y en a plusieurs, dans le livre j'en montre plusieurs, où on a des doubles hauteurs dans les cuisines, par exemple, qui elles sont orientées sur la rue, mais qui permettent d'avoir beaucoup d'air et d'avoir de la vue et d'avoir l'ouverture, au contraire, sur la cour, sur le jardin, et qui permet d'avoir des effets urbains très intéressants, puisque la façade sur rue n'est pas la même, et en même temps de régler cette question de la réglementation. Donc on voit que c'est vrai que ça peut aussi produire, ça a un coût. Donc ça veut dire qu'on fait des doubles hauteurs à un endroit, ça veut dire, mais en même temps ça se retrouve en architecture, ça se retrouve en façade avec des décalages qui sont tout à fait intéressants. Donc c'est vrai que c'est un peu comme... Mais je pense que le coup de l'escalier, si je puis dire, et le coup de cette liberté du plan est quand même chez nous encore un peu un blocage assez considérable quand il suffit de regarder les plans. La majorité des plans français. On a effectivement des volets métalliques partout, et ça tourne, c'est très joli, mais l'intérieur des plans est souvent d'une grande banalité, tenu en particulier par les promoteurs qui savent ce qu'ils vendent et ne veulent pas vendre autre chose. Donc, on a une structure quand même qui est un peu bloquée, c'est sûr. Question ici. Dans ces comités de programmation, comment sont-ils composés des équipes? Est-ce qu'il y a des gens dans les comités de programmation de ces projets? Qui sont-ils les membres? Est-ce qu'il y a des gens capables de se projeter sur l'avenir de la société, sur l'évolution de la société? Ou c'est uniquement des gens techniques, financiers, architectes? Comme j'ai dit, tous les réunions sont publiques. On forme des groupes de travail. S'il y a un thème spécial, nous invitons des spécialistes. C'est une grande discussion sur le logement pour les gens âgés au moment. C'est vraiment la grande discussion dans notre société. Nous essayons, c'est un peu comme université populaire, je dirais, ce que nous faisons. Nous avons, moi par exemple, je suis architecte, c'est notre rôle de transmettre et de protéger les architectes qui construisent à la fin des discussions trop ouvertes. Mais je crois que ça marche. Il y a souvent des gens qui trouvent que c'est un peu trop démocrate. La moitié trouve c'est un peu trop démocrate et la moitié trouve c'est un peu trop dictatoire. Alors je crois que nous faisons un bon boulot. Oui, en tant qu'architecte, c'était assez intéressant comme processus. C'était pas la même chose qu'avec les caisses de pension. Il y a quand même je crois qu'il y avait plus de réunions, mais c'était beaucoup plus passionnant aussi de voir qu'on peut proposer quelque chose et après ça revient avec une autre idée. Du coup, il y a l'idée de mettre un très grand logement tout en haut, meilleur endroit du bâtiment autour d'un patio et puis
c'est vraiment une manière de travailler qui n'est pas la même avec un client privé. Mais on n'avait pas des réunions avec 10 000 personnes qui criaient contre notre projet, qu'on a peur souvent de la participation. Mais c'était assez structuré, je trouve. Est-ce que vous pourriez approfondir encore un peu plus sur le fonctionnement de comment se forment ces coopératives, d'où elles, est-ce que la ville sur chaque terrain fait un appel spécifique à la coopérative, est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent ou qui en est à l'origine en général et qui prend une initiative, et aussi sur le fonctionnement, est-ce que c'est régulier, comment la population est invitée à participer, voilà, comment ça se sur le fonctionnement sur le modèle. Alors, ça dépend des situations. J'imagine que là, c'est une situation totalement assez contrôlée par les acteurs que vous êtes. Dans d'autres situations, véritablement, mais ça c'est typiquement suisse, on le voit très bien à Zurich dans certains cas, je pense à Kalkbreite, par exemple, Kalkbreite qui est un cas intéressant, c'est vraiment la population qui se sent concernée par ce qui se passe dans son territoire. Et donc, c'est une histoire très intéressante, Kalkbreite, parce que c'est un des bâtiments très emblématiques de cette transformation qui n'est pas que du logement, qui devient un effort de travail sur la ville complète, c'est-à-dire différentes activités, des logements mais de nature différente. Et donc il se transforme le rôle de la coopérative qui n'est pas simplement de faire du logement. Donc c'est un risque, mais en même temps, c'était une situation où il y avait une espèce de grand parking de tramway, vital pour la ville. Vous connaissez un peu Zurich. Zurich est une ville qui fonctionne magnifiquement sur les transports publics, et donc s'il y a un tram qui s'arrête ou un entrepôt qui ne fonctionne plus, pratiquement on est dans la thrombose. Donc les gens du transport ne voulaient absolument pas abandonner leur territoire. Mais les gens de la ville, du quartier, disaient c'est scandaleux, c'est un vide, ça ne marche pas, et nous, vous nous abandonnez. Et puis il y a eu à un moment donné une réaction de la ville, des habitants, qui a obligé la ville à dire si on fait quelque chose là-dessus, il faudra nous avertir, on fera du logement. Mais c'était il y a très longtemps. Puis à un moment donné, les transports ont besoin de faire quelque chose, ils ont commencé à dire on va faire un grand hangar, on va faire notre truc. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, on nous a dit qu'on allait faire du logement. Et donc il y a une réaction très violente qui a obligé la ville à revenir sur cette décision de laisser les transports. Tout le monde s'y est mis, tout le monde s'est mis à vouloir chacun un bout de ce terrain, les habitants, le transport, la circulation, tout le monde voulait un morceau du terrain. Et finalement, ça s'est réglé parce que les habitants eux-mêmes ont été chercher des coopératives voisines qui avaient été très actives dans la période des années 80. Ils ont monté très rapidement une espèce de structure de réaction et ils ont occupé le site en faisant tout ce qu'il fallait pour ameuter les populations, voir que ça fonctionne, etc. Et finalement, la ville, devant cette détermination, a accepté le jeu de dire on va le donner à une coopérative, ce qui n'était pas évident, puisque construire sur un abri de tramway, ça veut dire des surcoûts considérables. Et donc la ville a dit je prends ma charge la construction de la structure pour simplifier, et je donne le droit de construire au-dessus à cette coopérative. Donc on voit bien que c'est une action de la population, mais aussi une manière de la ville de réagir. Au départ, c'était con, bien sûr. Et puis devant leur détermination, leur capacité, quand ils ont fait un concours, d'avoir une bonne réponse, etc., finalement la ville s'est rangée à dire je joue le jeu, et a soutenu complètement l'opération en faisant qu'elle finançait le concours, elle finançait les premières opérations. Donc on voit bien que c'est un mécanisme où la ville est quand même impliquée, mais avec chacun son rôle. Bien sûr, les acteurs, ce sont les habitants. C'est eux qui ont réagi, c'est eux qui n'ont pas voulu qu'on construise uniquement un hangar à tramway, et qui ont fait un bloc qui est tout à fait intéressant, où il y a de la cohabitation, de la colocation, un cinéma, des commerces, enfin un truc qui est, lui, très très urgent. On est exactement dans l'opposition de Zwicky. Donc on voit bien que c'est quand même un système qui est assez proche du mode de fonctionnement
de la population suisse, peut-être plus à Zurich que d'autres endroits, c'est possible, je ne connais pas assez la ville, mais à Zurich c'est très très présent. Et en plus la ville, les gens vivent encore assez bien dans leur quartier. C'est-à-dire c'est pas une ville qui s'est complètement transformée avec une certaine autonomie totale. Au contraire, chacun est quand même, habite d'abord un quartier. Il dit je suis habitant du quartier, je ne suis pas habitant de Zurich. Enfin, il y a quand même une prégnante qu'on avait à Paris, on était à Passy, maintenant tout ça a disparu et on est à Paris, point. Et pour les questions très pratiques, c'était une raison pour faire ce livre. Ouais. Il y a un chapitre qui explique comment on fonde une coopérative. Il faut 5 personnes. Et il y a même une petite calculation d'un projet typique. Alors, si vous voulez avoir les informations très pratiques pour commencer, il faut simplement acheter le livre. Le livre est en vente à l'accueil et au-delà de la soirée à la librairie du Centre culturel. Alors justement, ça fait une transition avec une question. On a beaucoup parlé d'architecture, on a très peu parlé d'argent. C'est un peu dommage parce que c'est un peu le préalable à tout, notamment dans ce qui est la question du logement. Vous avez dit 2 choses en passant très rapidement. Vous avez dit en gros, pour que ça marche, il faut du foncier public. Et si on a des aides publiques pour faire démarrer une machine, c'est pas mal. Ça, ce modèle-là, du foncier public pas cher et des aides publiques, il est en train de se perdre. Le foncier qui a la chance d'en avoir, va tenter d'en tirer le plus possible. Et les aides publiques, n'en parlons pas. Comment vous voyez le futur, même pas en France, même en Suisse, quand on voit Unipim, qu'on voit qu'on est prêt à embrayer du foncier parce qu'on ne sait pas comment faire et qu'on veut se faire de l'argent avec. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce modèle? Alors, c'est qu'un tiers de tous les lotissements des coopératives qui sont sur le sol de la ville de Zurich. C'est des droits de superficie. Zwicky Sud, par exemple, nous avons acheté sur le marché privé. Parce que c'était une parcelle tellement problématique, le prix était assez bon marché. Après, on travaille beaucoup sur les coûts de construction. Alors, les projets que vous avez vus aujourd'hui, c'est les lotissements les moins chers qu'on a construits dans les années passées en Suisse. Et après, il y a le mécanisme de la coopérative qui mène à des loyers baissants et pas à des loyers augmentants comme sur le marché privé, parce qu'il n'y a aucun profit qui est pris du projet. C'est une entreprise privée. Il y a des relations avec la ville de Zurich. Dans certains cas, nous construisons aussi des HLM pour la ville de Zurich. Ce sont des contrats spéciaux, mais au principe, c'est le capitalisme pur qui ne produit pas des Rolls-Royce dans les villages riches, mais qui produit un loyer qui baisse pour les gens qui sont membres de la coopérative. Non, parce que le système, il est quand même très clair. Vous avez des habitants qui se groupent, quelquefois ils sont déjà groupés, qui se groupent, qui rassemblent un certain capital. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, beaucoup de gens participent à ce capital sans vouloir être forcément locataires, simplement par générosité. Il y a un sentiment très profond qu'il faut participer à la vie collective. Une fois que vous avez cet argent qui est généralement soutenu par des prêts de la ville, soutenu par des tas de choses, il y a la ville, il y a le canton, il y a l'ensemble de la fédération, donc c'est très riche, enfin, c'est une législation très complexe qui de temps en temps du reste fait baisser les subventions, ce qui fait que ça fait baisser le nombre de coopératives. Il y a des années où n'était pas bonne pour cela. Mais une fois que vous avez cet argent, vous allez à la banque. Ce n'est pas des subventions, c'est des aides de financement. Voilà, et qui vous aident à monter votre début de financement qui est de 5 à 6%. Vous allez à la banque qui, naturellement, dans une situation comme aujourd'hui, il y a un besoin de logement, vous avez de la sécurité parce que vous avez un terrain et que votre projet est raisonnable. À ce moment-là, on vous prête sur des prêts hypothécaires. C'est quoi vous avez permet de construire et les loyers vous permet de les rembourser. Mais les loyers, ils vont diminuer au fur et à mesure. Après,
vous allez les renforcer, parce que vous allez pas revendre vos logements, ils sont là, ils sont à vous, enfin, ils sont à vous à la coopérative. Donc il y a cet effet qui au début est un peu cher, mais un peu réduit. Et donc, quand vous changez de coopérative, car c'est possible, vous pouvez changer de coopérative quand vous trouvez de la place. Dès que c'est bien, c'est tout de suite occupé. Mais vous payez un droit, qui n'est pas extrêmement cher, fixé, et quand vous la quittez, on vous rembourse la même somme, pas plus. Donc c'est relativement stable, et la coopérative, vous y êtes, et on ne peut pas vous virer, sauf dans des cas, si vous refusez qu'il y ait des mutations de terrain, mais il y a des règles extrêmement strictes qui protègent, c'est ça le principe de la coopérative. Vous avez un logement et vous êtes protégé, ce qui n'était pas le cas dans les années du développement industriel. C'est quand même vrai qu'il faut aussi l'action politique de la ville, ou un habitant de la ville. Par exemple, il y avait ce vote où on avait voté qu'il fallait 30% augmenter la proportion de logements accessibles et pas spéculatifs à 30%. Et pour arriver à ce but, il faut que la ville arrête de vendre des terrains ou ne commence pas à vendre des terrains qu'on pourrait utiliser pour construire des logements à un prix bien plus haut qu'elle pourrait obtenir avec un investisseur. Et ça, c'est quand même des thèmes récurrents en politique qui ne sont pas évidents. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une autre majorité et ça va changer. Mais il y a eu des cas récents, en particulier toujours avec Karl Breite, dans ce projet d'un terrain qui est un terrain de la SBB, des chemins de fer suisse, et qui avait construit tout un quartier à côté de la gare, très luxueux, etc. Et donc, il y a eu des révoltes du reste. Quand je suis passé dans la ville, tous les carreaux de cette vitrine étaient cassés, parce qu'il y avait une révolte qui avait tout cassé. Mais la ville a obligé pratiquement cette société de chemin de fer, qui avait un autre morceau de terrain, à faire en sorte qu'elle soit vendue à une coopérative. Il y a un concours qui a mobilisé beaucoup de gens. Donc la ville n'intervient pas fondamentalement, mais il y a la pression de la population, en particulier ce qui s'est passé sur le quartier du Sud, là, comment ça s'appelle oui, où c'était un terrain industriel, c'était Bouygues qui avait racheté cette entreprise, et ils ont fait un développement totalement privé, et là il y a eu des réactions, et ils ont été obligés de céder 3 terrains, ça n'était pas fait très facilement, 3 terrains à des coopératives qui ont fait... Donc ça tend à développer toutes les opérations que l'on voit, il y a quelquefois 500 000 logements ou 2000 logements, il y a des opérations très lourdes qui sont en train de se faire, où la coopérative devient un acteur nécessaire. Enfin, s'il n'est pas prévu, il y a quand même des réactions. Donc c'est un jeu, la ville n'intervient pas directement, mais elle est sous la pression, et donc elle oblige en disant... Donc il y a cet équilibre toujours un peu particulier qu'on a en Suisse. Je remarque aussi, au-delà peut-être de l'architecture, peut-être que ces coopératives, elles rencontrent aussi des intérêts politiques, comme vous avez dit, et tout simplement le fait qu'elles soient sûrement des acteurs aussi qui régulent le coût du marché privé. À partir du moment où elles construisent sur la base du prix coûtant et qu'elles louent leurs appartements sans faire de profit, mais simplement en calculant le remboursement de l'emprunt bancaire, plus le fonds de rénovation, plus éventuellement l'allocation du droit de superficie, voilà, elles régulent forcément le prix du mètre carré en ville, et puis ça intéresse probablement les pouvoirs publics. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi toute la dimension de la mixité sociale dont on a peu parlé, mais qui en France pose très souvent des grosses questions, et puis est aussi une source de polémique. Mais le prix d'un quartier qui ne fonctionne pas bien va bien au-delà du prix que peut coûter une architecture qui est bien faite, des concours qui sont bien organisés, ou tous ces procédés que vous avez su mettre en place à Zurich. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre dans la balance pour
pour le prix que demanderait d'implanter le phénomène en France. Il faut penser un peu le coût global qu'engendre des projets qui ne sont pas forcément aussi bien pensés. Je pense qu'on approche d'une heure où on va bientôt arrêter. Et j'aimerais soulever un point, parce que la majorité du public ici est français. Il ne faut pas oublier quand même de dire que Zurich, comme une ville comme Genève, ce sont des villes de densité d'habitation assez forte, où il y a quand même très peu d'appartements vides. C'est difficile de trouver un appartement à Zurich. Il faut se réveiller très très tôt. Donc c'est aussi quelque chose qui fait que les coopératives se développent sur beaucoup de construire si la ville veut continuer de respirer. Moi, je voulais juste aller sur une question, parce qu'on est dans le centre culturel suisse, on parle de Zurich, le livre fait par rapport à Zurich. Comment ce phénomène des coopératives s'est développé, se développe dans le reste de la Suisse et aussi surtout dans la partie latine? Ce qui est sûr, c'est que on trouve des problèmes qui commencent à apparaître très forts, ce que j'appelle l'arc lémanique, c'est-à-dire le long du lac Léman, Lausanne-Genève, où il y a un développement industriel considérable, pas vu parce que ce n'est pas des usines qui font de la fumée, mais on est dans la biologie, on est dans des choses très subtiles qui attirent beaucoup de monde et il n'y a pas de logement. Lausanne est une ville sans logement. Et donc, ils ont commencé à réfléchir à cette question. Je crois qu'il y a quelqu'un à Genève qui réfléchit à ça aussi, où là, effectivement, il y a de nouveau l'expérience zurichoise qui a regardé en se demandant comment faire. Alors, bien sûr, ça passe par un tas de mécanismes, et en particulier le mécanisme du sol. Il y a quelques belles opérations qui sont en train de se créer à Genève. Lausanne commence aussi un petit peu, tout simplement, parce qu'elle a une nécessité, un peu la même chose, mais un siècle plus tard, de Zurich, mais c'est une autre industrie, c'est un autre système, et donc je pense que ça se développera. Après, je crois qu'il y a d'autres projets aussi en Europe qui se développent. Il y a une espèce de mouvement de la société qui est plutôt en faveur de ce système où on n'est plus forcément chacun pour soi, chacun chez soi avec son appartement, la colocation, il y a des opérations, on pourrait les décrire, mais à Meereswohnen qui sont tout à fait intéressantes. On est plus que dans la colocation, on est dans la cohabitation avec chacun un petit appartement, mais un grand collectif. C'est très 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 fascinant. C'est des tests, peut-être ça ne marchera pas, peut-être que ça marche, mais si ça ne marche pas, les plans sont prévus pour pouvoir les transformer en appartements, je dirais presque normaux. Donc on voit bien quand même qu'il y a une flexibilité qui est possible. Quand c'est très bien étudié, je pense qu'à Meereswohnen, il y a des cas vraiment intéressants pour ça, qui est bien prévu la situation, pour faire du simple, du doux, du colocatif ou autre chose. Mais c'est en même temps intéressant de voir comment ces structures, et c'est une question que vous voulez poser à Urs, est-ce que ça ne suppose pas quand même une certaine densité, enfin une certaine quantité? Est-ce que faire de l'innovation sur 50 logements, est-ce que c'est pas impossible? Est-ce qu'il ne faut pas un minimum d'une masse avec laquelle on va pouvoir travailler et sur laquelle on va pouvoir aller dans tous les registres? Je suis pas sûr, parce que je voulais justement dire que c'est important qu'avec 5 personnes, on peut fonder une coopérative, et ça s'est fait aussi. Il y avait des groupes de 6 ou 10 personnes qui ont acheté une vieille maison, et c'est quelque chose peut-être aussi un peu plus faisable pour le départ que imaginer de faire 300 logements. C'est tout à fait, c'est pas le même impact, et c'est sûr que ça va pas changer la ville de la même manière qu'un grand projet, mais la structure peut avoir différentes échelles. Mais à bien distinguer de ce qu'on appelle l'autoconstruction ou les Baugruppen, où là, on devient propriétaire de son logement. Donc la coopérative est la propriétaire de l'immeuble et loue. C'est pas la même situation. Mais là, il y a des coopératives de 5 personnes, effectivement, qui habitent, se mettent ensemble, mais qui je peux sortir de la coopérative, quelqu'un d'autre peut acheter Une dernière question, peut-être. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un règlement de vie dans chacune des... Voilà, est-ce
projet de vie qui accompagne le projet architectural et qui est écrit? Est-ce qu'il y a une forme de souscription pour accéder à cette innovation? Les coopératives, ils sont très différentes. Il y en a qui ont presque rien comme projet. Il y a les règles normales on a partout. Il y en a qui ont une ambition sociale et qui essaient peut-être de dire quelque chose sur comment on peut essayer de développer ça, mais c'est très divers. Il y a aussi des coopératives d'entreprises qui se mettent ensemble pour se créer du travail, qui construisent des logements et après ils louent, mais le but c'est plutôt de faire travailler les entreprises. Il y a des coopératives qui créent des ateliers, des espaces de travail. C'est très divers. Et, il n'y a pas un standard de règlement, conditions d'accès. Il y a aussi les très grands coopératifs comme AVZ qui ont une grosse partie des locataires ne sont même pas membres de la coopérative. Ils sont divisés un peu. Je crois que c'est une question aussi idéologique, un peu. Vraiment les premiers projets pionniers, c'était un groupe un peu spécial qui les a fait. Hein. C'était les gens qui ont voulu, qui ont cherché les alternatives envers le marché normal, tout ça. Maintenant, nous avons une échelle où il faut réfléchir si on construit des utopias, des gated communities, des gens verts, un peu social et tout ça. Dans le Meereswohnen, c'est 50% des foyers n'ont pas de passeport suisse. Nous travaillons avec des réfugiés, des handicapés, des orphelins. Et là, nous avons appris qu'il faut réduire le programme, je dirais, hein, le programme idéologique, pour vraiment être accessible. C'est une balance qu'il faut trouver entre alternatifs, expérimentation et les désirs quotidiens des gens dans une ville, et surtout les gens défavorisés économiquement. Maintenant, nous sommes beaucoup plus libéraux, je dirais, pour être ouverts pour tout le monde. Ours, Andrea. Ça veut dire moins de règles. Pas de règles. Pas de règles. On vous laisse continuer les discussions au foyer. Ours, Andrea, Dominique, merci beaucoup. Merci.